La fuite d'Adam et Ève du jardin d'Éden vers ce que nous appellerons le deuxième jardin va bousculer les plans établis. L'histoire de la vie d'Adam et Ève après leur fuite d'Éden. Vous allez la découvrir dans cette vidéo d'après le livre d'Urantia. Adam et Ève quittent le jardin. Adam savait que lui et Ève avaient échoué. Mais il ne savait encore rien de leur statut personnel, ni de leur sort futur. Il tint, pendant toute la nuit, une conférence avec 1200 partisans loyaux qui s'engagèrent à suivre leur chef. Le lendemain à midi, ces pèlerins s'en allèrent d'Éden à la recherche de nouvelles demeures. Adam n'aimait pas la guerre et choisit, en conséquence, d'abandonner sans opposition le premier jardin aux Nodites. La caravane édénique fut arrêtée le 3e jour de sa sortie du jardin par les transports séraphiques arrivant de Jérusalem. Pour la première fois, Adam et Ève furent renseignés sur ce qu'allait être le sort de leurs enfants. Tandis que les transporteurs se tenaient prêts, les enfants qui étaient arrivés à l'âge du choix, 20 ans, reçurent l'option de rester sur Urantia avec leurs parents ou de devenir pupilles des Très-Hauts de Nor-Lasiadek. Les 2 tiers choisirent d'aller sur Édentia. Environ un tiers décida de rester avec leurs parents. Tous les enfants qui n'étaient pas d'âge à choisir furent emmenés sur Édentia. Nul n'aurait pu assister à la pénible séparation du fils et de la fille matérielle d'avec leurs enfants sans réaliser que la voie des transgresseurs est rude. Ces descendants d'Adam et d'Ève sont à présent sur Édentia, et nous ignorons ce que l'on fera d'eux. Ce fut une bien triste caravane qui se prépara à continuer son voyage. Peut-on imaginer plus tragique? Être venu sur un monde avec tant d'espoir, avoir été accueilli sous d'aussi heureux auspices, puis quitter Éden dans la disgrâce et encore perdre les 3/4 de ses enfants avant même d'avoir trouvé une nouvelle résidence. La dégradation d'Adam et d'Ève. Ce fut pendant l'arrêt de la caravane édénique qu'Adam et Ève furent renseignés sur la nature de leur transgression et informés du sort qui les attendait. Gabriel apparut pour prononcer le jugement, et voici le verdict. L'Adam et l'Ève planétaires d'Urantia sont jugés en faute. Ils ont violé le pacte de leur mission de confiance comme chefs de ce monde habité. Abattus par leur sentiment de culpabilité, Adam et Ève furent cependant grandement réconfortés par l'annonce que leur juge sur Salvington les avait absous de toute accusation d'avoir outragé le gouvernement de l'univers. Ils n'avaient pas été jugés coupables de rébellion. Le fils et la fille édénique furent informés qu'ils s'étaient abaissés eux-mêmes au statut des mortels du royaume et qu'il leur fallait désormais se conduire comme un homme et une femme d'Urantia en envisageant l'avenir des races du monde comme le leur. Longtemps avant qu'Adam et Ève eussent quitté Jérusalem, leurs instructeurs leur avaient pleinement expliqué les conséquences de tout manquement vital au plan divin. Mais il est essentiel d'avoir certaines notions du statut d'immortalité de l'ordre matériel de filiation pour comprendre clairement les conséquences entraînées par la faute d'Adam et d'Ève. Adam et Ève, comme leurs semblables de Jérusalem, maintenaient leur statut d'immortalité par association intellectuelle avec le circuit de gravité mentale de l'esprit. Quand ce soutien vital est rompu par disjonction mentale, alors, quel que soit le niveau spirituel de l'existence de la créature, le statut d'immortalité est perdu. Le statut mortel, suivi de la décomposition physique, était la conséquence inévitable de la faute intellectuelle d'Adam et d'Ève. Le fils et la fille matérielle d'Urantia étaient personnalisés dans la similitude de la chair mortelle. Ils dépendaient donc, de plus, d'un double système circulatoire, le premier dérivé de leur nature physique et le second, de la super-énergie accumulée dans le fruit de l'arbre de vie. L'archange conservateur de l'arbre avait toujours averti Adam et Ève qu'un manquement à la confiance culminerait dans une dégradation de statut. L'accès à cette source d'énergie leur fut refusé à la suite de leur faute. Caligastia avait réussi à prendre Adam et Ève au piège, mais n'avait pas réalisé son dessein de les entraîner dans une rébellion ouverte contre le gouvernement de l'univers. Ce qu'ils avaient fait était réellement mal, mais jamais ils ne furent coupables d'avoir outragé la vérité, ils ne s'étaient pas non plus engagés consciemment dans une rébellion contre la juste autorité du Père universel et de son Fils créateur. La prétendue chute de l'homme. Adam et Ève sont vraiment déchus de leur état supérieur de filiation matérielle jusqu'à l'humble statut des hommes mortels, mais ce ne fut pas la chute de l'homme. Malgré les conséquences immédiates de la faute adamique, la race humaine fut élevée. Bien que le plan divin du don de la race violette au peuple d'Urantia ait avorté, les races mortelles ont tiré un immense profit de la contribution limitée qu'Adam et sa descendance apportèrent aux races d'Urantia. Il n'y eut pas de chute de l'homme. L'histoire de la race humaine est une évolution progressive, et l'effusion adamique a laissé les peuples du monde grandement améliorés par rapport à leurs conditions biologiques antérieures.
Les lignées supérieures d'Urantia contiennent maintenant des facteurs héréditaires dérivés de pas moins de 4 sources séparées randonite, sanguique, nodite et adamique. Adam ne devrait pas être considéré comme une source de malédiction pour la race humaine. Certes, il échoua dans l'exécution du plan divin, il transgressa son pacte avec la déité. Son statut de créature et celui de sa compagne furent très certainement abaissés, mais, nonobstant tout cela, leur contribution à la race humaine a beaucoup fait progresser la civilisation sur Urantia. En estimant les résultats de la mission adamique sur votre monde, la justice exige que l'on connaisse la condition de la planète. Adam fut confronté à une tâche presque désespérée lorsqu'il fut transporté avec sa belle compagne de Jérusalem sur ce monde obscur et perturbé. Pourtant, s'ils avaient suivi les conseils des Melchizedek et de leurs associés, et s'ils avaient été plus patients, ils auraient fini par réussir. Mais Ève écouta la propagande insidieuse pour la liberté personnelle et la liberté d'agir sur la planète. Elle fut conduite à faire une expérience avec le plasma vital de l'ordre matériel de filiation, en ce sens qu'elle permit à ce vivant dépôt de confiance de se mêler prématurément à celui d'un ordre qui était alors mixte. Ce dernier était celui du modèle originel des porteurs de vie, et avait été combiné antérieurement avec celui des êtres reproducteurs jadis attachés à l'état-major du prince planétaire. Le second jardin. Lorsqu'Adam décida de quitter le premier jardin sans s'opposer aux Nodites, il ne pouvait aller vers l'ouest avec ses partisans, car les Édénites n'avaient pas de bateau convenant à une telle aventure sur mer. Il ne pouvait aller vers le nord, car les Nodites du nord étaient déjà en marche vers Éden. Il craignait d'aller au sud, car les collines de cette région étaient infestées de tribus hostiles. La seule voie ouverte était vers l'est. Ils s'orientèrent donc vers les régions alors plaisantes situées entre le Tigre et l'Euphrate. Caïn et Sansa naquirent avant que la caravane adamique eût atteint sa destination entre les deux fleuves de Mésopotamie. Laota, la mère de Sansa, mourut à la naissance de sa fille. Ève eut des couches difficiles, mais survécut grâce à sa vigueur supérieure. Elle s'attacha à Sansa l'enfant de Laota, et l'éleva avec Caïn. Sansa grandit et fit montre de grandes aptitudes. Elle devint la femme de Sargan, chef des races bleues nordiques, et contribua au progrès des hommes bleus de cette époque. Les Édénites pénètrent en Mésopotamie. Il fallut presque une année entière à la caravane d'Adam pour atteindre l'Euphrate. Ils le trouvèrent en crue et campèrent près de 6 semaines dans les plaines de l'Ouest, avant de le traverser pour pénétrer dans le pays situé entre les deux fleuves, qui allait devenir le second jardin. Quand les habitants de ce territoire avaient appris que le roi et le grand prêtre du jardin d'Éden marchaient vers eux, ils avaient fui en hâte dans les montagnes de l'Est. Lorsqu'Adam arriva, il trouva que tout le territoire désiré avait été évacué. C'est là, dans ce nouveau site, qu'Adam et ses aides se mirent au travail pour bâtir de nouvelles demeures et établir un nouveau centre de culture et de religion. Adam savait que l'endroit était l'un des 3 sites originellement sélectionnés par le comité chargé de rechercher des emplacements possibles pour le jardin proposé par Van et Madon. Les deux fleuves eux-mêmes formaient, à cette époque, une bonne défense naturelle. Un peu au nord du second jardin, l'Euphrate et le Tigre se rapprochaient beaucoup, de sorte qu'il suffisait de construire une muraille de 90 km pour protéger le territoire vers le sud entre les fleuves. Après l'installation dans le Nouvel Éden, il devint nécessaire d'adopter des méthodes de vie rudimentaires. Il semblait véritablement que la terre avait été maudite. La nature suivait de nouveau son libre cours. Les Adamites étaient maintenant contraints d'arracher leur subsistance à une terre vierge et de faire face aux réalités de la vie devant les hostilités et incompatibilités naturelles de l'existence humaine. Ils avaient trouvé le premier jardin partiellement préparé pour eux, mais il leur fallut créer le second par le travail de leurs propres mains et à la sueur de leur front. Caïn et Abel. Moins de 2 ans après Caïn, naquit Abel, le premier enfant d'Adam et Ève né dans le second jardin. Quand Abel eut l'âge de 12 ans, il décida de devenir pâtre. Caïn avait choisi la voie de l'agriculture. Or, en ces temps-là on avait l'habitude de faire offrande au clergé de ce dont on disposait. Les pâtres apportaient des animaux de leurs troupeaux, les fermiers, des fruits des champs. Selon cette coutume, Caïn et Abel faisaient également des offrandes périodiques aux prêtres. Les 2 garçons avaient maintes fois débattu des mérites respectifs de leur métier, et Abel ne fut pas long à noter que l'on marquait de la préférence pour ses sacrifices d'animaux. C'est en vain que Caïn fit appel à la tradition du premier Éden, à l'ancienne préférence pour les fruits des champs. Abel ne voulut pas l'admettre et se gaussa de son aîné déconfit. Au temps du premier Éden,
Adam avait vraiment cherché à décourager les offrandes d'animaux sacrifiés, de sorte que Caïn avait un précédent pour justifier ses prétentions. Il était toutefois difficile d'organiser la vie religieuse du second Éden. Adam était harassé par mille et un détails associés au travail de construction, de défense et d'agriculture. Étant spirituellement très déprimé, il confia l'organisation du culte et de l'éducation aux collaborateurs de souche nodite qui avaient déjà occupé ces fonctions dans le premier jardin. Même dans un délai aussi bref, les prêtres nodites officiants commencèrent à revenir aux normes et aux règles des temps pré-adamiques. Les deux garçons ne s'entendirent jamais bien, et cette affaire de sacrifice contribua encore à aviver la haine entre eux. Abel savait qu'il était le fils d'Adam et d'Ève et ne manquait jamais de faire ressortir à Caïn qu'Adam n'était pas son père. Caïn n'était pas de pure race violette, puisque son père appartenait à la race nodite croisée ultérieurement avec les hommes bleus et rouges, et avec la souche andonique aborigène. Tout cela, ainsi que son hérédité naturelle belliqueuse, amena Caïn à nourrir une haine de plus en plus forte pour son jeune frère. Les jeunes gens avaient respectivement 18 et 20 ans lorsque la querelle entre eux fut définitivement réglée. Un jour, les sarcasmes d'Abel mirent son frère combatif dans une telle fureur que Caïn, dans sa colère, se précipita sur lui et le tua. Les parents d'Abel connurent sa mort lorsque ses chiens ramenèrent ses troupeaux à la maison sans leur maître. Caïn devenait rapidement pour Adam et Ève le sinistre souvenir de leur folie, et ils l'encouragèrent dans sa décision de quitter le jardin. La vie de Caïn en Mésopotamie n'avait pas été franchement heureuse, parce qu'il symbolisait la faute d'une manière trop frappante. Ceux qui l'entouraient n'étaient pas méchants avec lui, mais il ne lui avait pas échappé que, dans leur subconscient, ils éprouvaient du ressentiment contre lui. Caïn ne portait pas de marque tribale et savait qu'en conséquence il serait tué par les premiers hommes des tribus voisines qui le rencontreraient. La peur et un certain remords l'amenèrent à se repentir. Caïn n'avait jamais été habité par un ajusteur, il avait toujours bravé la discipline familiale et dédaigné la religion de son père. Il alla maintenant trouver Ève, sa mère, pour lui demander de l'aide et des directives spirituelles, et, dès qu'il rechercha sincèrement l'assistance divine, un ajusteur vint l'habiter. Cet ajusteur, habitant à l'intérieur et regardant à l'intérieur, donna à Caïn un net avantage de supériorité qui le classa avec la tribu d'Adam, laquelle était grandement crainte. Caïn partit donc pour le pays de Nod, à l'est du second jardin. Il devint grand chef parmi l'un des groupes du peuple de son père. Et il accomplit, dans une certaine mesure, les prédictions de Sérapatathia, car il établit la paix durant toute sa vie entre sa division de Nodites et les Adamites. Caïn épousa Rémona, sa cousine éloignée, et leur premier fils, Enoch, devint chef des Nodites. Élamites. Pendant des siècles, les Élamites et les Adamites continuèrent à vivre en paix. La vie en Mésopotamie. À mesure que le temps passait dans le second jardin, les conséquences de la faute devenaient de plus en plus apparentes. Adam et Ève souffraient beaucoup d'être privés de leur ancienne demeure de beauté et de tranquillité, et de leurs enfants déportés sur Édentia. Il était vraiment pathétique d'observer ce magnifique couple réduit au statut de l'incarnation ordinaire du royaume. Mais il supportait avec grâce et courage son état diminué. Adam passait sagement la majeure partie de son temps à enseigner à ses enfants et à ses associés l'administration civile, les méthodes éducatives et les pratiques religieuses. S'il n'avait pas eu cette prévoyance, un pandémonium se serait déchaîné au moment de sa mort. En fait, la mort d'Adam apporta peu de changements dans la conduite des affaires de son peuple. Longtemps avant leur disparition, Adam et Ève avaient reconnu que leurs enfants et leurs partisans avaient graduellement appris à oublier leurs jours de gloire dans Éden. Pour la majorité de leurs partisans, il valait mieux oublier la grandeur d'Éden. De la sorte, ils avaient moins de chances d'éprouver un mécontentement injustifié dans leur environnement moins heureux. Les chefs civils des Adamites descendaient héréditairement des fils du premier jardin. Le premier fils d'Adam, Adamson, fonda un centre secondaire de la race violette au nord du second Éden. Le deuxième fils d'Adam, Évezon, devint un chef et un administrateur magistral. Il fut le grand collaborateur de son père. Évezon ne vécut pas tout à fait aussi longtemps qu'Adam, et son fils aîné Jansa devint le successeur d'Adam à la tête des tribus adamites. Les chefs religieux, la prêtrise, commencèrent avec Seth, le plus âgé des fils survivants d'Adam et Ève nés dans le second jardin. Il naquit 129 ans après l'arrivée d'Adam sur Urantia. Seth se plongea dans le travail d'améliorer le statut spirituel du peuple de son père et devint le chef des nouveaux prêtres du second jardin. Son fils, Héno, fonda le nouvel ordre de culte, et son petit-fils, Kinan, institua le service missionnaire auprès des tribus environnantes, proches et lointaines.
Le clergé sétite fut une entreprise triple, embrassant la religion, la santé et l'éducation. On enseignait aux prêtres de cet ordre à officier aux cérémonies religieuses, à servir comme médecins et inspecteurs d'hygiène, et à être professeurs dans les écoles du jardin. Les Adamites dépassaient considérablement les peuplades environnantes en accomplissement culturel et en développement intellectuel. Ils produisirent le troisième alphabet et posèrent de nombreux fondements avant-coureurs de l'art, de la science et de la littérature moderne. Ici, dans les pays compris entre le Tigre et l'Euphrate, ils conservèrent les arts de l'écriture, du travail des métaux, de la poterie et du tissage. Ils élaborèrent un type d'architecture qui ne fut pas dépassé pendant des millénaires. La vie de famille des hommes violets était idéale pour cette époque et cet âge. Les enfants étaient soumis à des cours d'entraînement concernant l'agriculture, l'artisanat et l'élevage, ou alors on leur apprenait à remplir la triple charge d'un sétite, être prêtre, médecin et instructeur. Quand vous penserez aux prêtres sétites, ne confondez pas ces nobles professeurs de santé et de religion, ces vrais éducateurs aux pensées élevées, avec les clergés avilis et mercantiles des tribus ultérieures et des nations avoisinantes. Leur concept religieux de la déité et de l'univers était élevé et plus ou moins exact. Leurs règles hygiéniques étaient excellentes pour l'époque, et leurs méthodes d'éducation n'ont jamais été dépassées depuis lors. La race violette. Adam et Ève furent les fondateurs de la race violette, la 9e race humaine apparue sur Urantia. Adam et sa descendance avaient des yeux bleus, et les hommes de la race violette étaient caractérisés par des teints clairs et des cheveux blonds jaunes, roux et châtains. Ève accouchait sans douleur, ainsi que les femmes des races évolutionnaires primitives. Seules les femmes des races mixtes issues de l'union des races évolutionnaires avec les Nodites et plus tard les Adamites éprouvaient de violentes douleurs à la naissance d'un enfant. À l'instar de leurs semblables sur Jérusalem, Adam et Ève tiraient leur énergie d'une double nutrition. Ils absorbaient à la fois de la nourriture et de la lumière, et en outre certaines énergies supraphysiques non révélées sur Urantia. Leurs descendants terrestres n'héritèrent pas de ce don ancestral d'absorption d'énergie et de circulation de lumière. Ils avaient une circulation simple du type humain d'entretien par le sang. C'est à dessein qu'ils étaient mortels tout en ayant une longue vie, mais à chaque génération successive, leur longévité diminuait et se rapprochait des normes humaines. Adam et Ève et leurs enfants de la première génération n'utilisaient pas la chair des animaux comme nourriture. Ils subsistaient entièrement avec les fruits des arbres. Après la première génération, tous les descendants d'Adam commencèrent à manger des laitages, mais beaucoup d'entre eux continuèrent à suivre un régime sans viande, comme le pratiquaient de nombreuses tribus du Sud avec lesquelles ils s'unirent ultérieurement. Plus tard, la plupart de ces tribus végétariennes émigrèrent vers l'Est et survécurent telles qu'elles sont présentement mêlées au peuple de l'Inde. Les cellules du corps des fils matériels et de leur progéniture sont beaucoup plus résistantes aux maladies que celles des êtres évolutionnaires natifs de la planète. Les cellules corporelles des races indigènes sont apparentées aux organismes vivants microscopiques et ultramicroscopiques pathogènes. Ces faits expliquent pourquoi les peuples d'Urantia doivent fournir tant d'efforts dans la voie de la science pour résister à tant de désordres physiques. Vous résisteriez beaucoup mieux aux maladies s'il coulait dans les veines de vos races plus de sang adamique. Après s'être établi dans le second jardin donnant sur l'Euphrate, Adam décida de laisser après lui le maximum de son plasma vital pour en faire bénéficier le monde après sa mort. C'est pourquoi Ève fut mise à la tête d'une commission de 12 personnes pour l'amélioration de la race. Ces candidates à la maternité furent choisies dans toutes les tribus environnantes et représentaient la majorité des races de la Terre. Mais la plupart d'entre elles descendaient des lignées de Nodites et elles formèrent le début de la puissante race andite. Leurs enfants naquirent et furent élevés dans le milieu tribal de leurs mères respectives. Adam vécut 530 ans. Il mourut de ce que l'on peut appeler la vieillesse. Son mécanisme physique finit simplement par s'user. Le processus de dégradation gagna progressivement sur le processus de réparation, et la fin inévitable arriva. Ève était morte 19 ans auparavant d'une faiblesse du cœur. Ils furent tous deux enterrés au centre du temple de service divin qui avait été construit selon leur plan peu après que la muraille de la colonie eut été achevée. Ce fut l'origine de la coutume d'enterrer les pieux notables des deux sexes sous le dallage des lieux de culte. Depuis les temps lointains de l'arrivée de l'état-major corporel du prince planétaire, en passant par l'époque de Van et d'Amadon, et jusqu'à l'arrivée d'Adam et d'Ève, des représentants physiques du gouvernement de l'univers avaient toujours été stationnés sur la planète. Mais, avec la faute adamique, ce régime prit fin après avoir duré plus de 450 000 ans. Mais nul plan détaillé et complet pour le bien-être du monde à longue échéance ne fut promulgué aux mortels de la Terre avant l'arrivée de Machiventa Melchizedek, à l'époque d'Abraham. Que nous verrons plus tard, avec le pouvoir,
la patience et l'autorité d'un fils de Dieu, les Urantiens doivent estimer entièrement bénéfique que cet arrière-plan même de ténèbres ait si fortement attiré l'attention de Michael de Nébadon, qu'il choisit cette planète comme cadre pour y révéler la personnalité aimante du Père qui est aux cieux. La survie d'Adam et d'Ève. Adam et Ève entrèrent dans leur repos mortel, avec une foi solide dans les assurances des Melchizedek. Ceux-ci leur avaient promis qu'ils s'éveilleraient un jour du sommeil de la mort pour recommencer à vivre sur les mondes de maison, qui leur étaient si familiers avant leur mission dans la chair physique de la race violette d'Urantia. Ainsi se termine l'histoire de l'Adam et de l'Ève planétaire d'Urantia, une histoire d'épreuves, de tragédie et de triomphe, au moins de triomphe personnel pour votre fils et votre fille matérielle bien intentionnés, mais induits en erreur. La dispersion adamique, la descendance d'Adam et Ève qui marqua le développement des races évolutionnaires. Adamson et Rata Adamson figuraient dans le groupe des enfants d'Adam et d'Ève qui choisirent de rester sur Terre avec leurs parents. Or le fils aîné d'Adam avait souvent entendu Van et Amadon raconter l'histoire de leur foyer dans les hautes terres du Nord. Et, quelque temps après l'établissement du second jardin, il décida de partir à la recherche de ce pays des rêves de sa jeunesse. Adamson avait alors 120 ans, et avait été le père de 32 enfants de pur sang violet dans le premier jardin. Il voulait rester avec ses parents et les aider à établir le second jardin. Mais il était profondément troublé par la perte de sa compagne et de leurs enfants, qui avaient tous choisi d'aller sur Edantia avec les autres enfants adamiques ayant préféré devenir pupilles des Très-Hauts. Adamson contribua beaucoup aux activités initiales de défense et de construction, mais décida de partir pour le Nord à la première occasion. Bien que son départ eût été fort amical, Adam et Ève furent très peinés de perdre leur fils aîné, de le voir se lancer dans un monde étranger et hostile d'où ils craignaient qu'il ne revînt jamais. Une troupe de 27 compagnons suivit Adamson vers le nord à la recherche des peuples de son imagination d'enfance. Au bout d'un peu plus de 3 ans, le groupe d'Adamson trouva réellement l'objet de son aventure. Adamson découvrit une merveilleuse et belle femme de 20 ans, qui se disait être la dernière descendante de sang pur de l'état-major du prince. Cette femme nommée Rata, dit que ses ancêtres descendaient tous de 2 membres de l'état-major déchu du prince. Après avoir entendu l'histoire d'Éden et la manière dont les prédictions de Van et Amadon s'étaient effectivement réalisées. Puis en écoutant le récit de la faute du jardin, elle n'eut plus qu'une seule idée: épouser ce fils héritier d'Adam. L'idée gagna rapidement Adamson, et, au bout de 3 mois et quelques jours, ils se marièrent. Adamson et Rata eurent une famille de 67 enfants. Ils donnèrent naissance à une grande lignée de dirigeants du monde. Adamson vécut 396 ans. Il retourna maintes fois visiter son père et sa mère. Tous les 7 ans, il partait avec Rata vers le sud pour se rendre dans le second jardin. Les Adamsonites entretinrent une haute culture pendant près de 7000 ans à partir de l'époque d'Adamson et de Rata. Plus tard, ils se mêlèrent aux Nodites et aux Andonites du voisinage et furent également inclus parmi les puissants hommes de jadis. Certains progrès de cet âge subsistèrent et devinrent une partie latente du potentiel culturel qui s'épanouit plus tard sous l'aspect de la civilisation européenne. Leur centre de civilisation était situé dans la région à l'est de l'extrémité sud de la mer Caspienne, à faible hauteur sur les contreforts du Turkestan, se trouvent les vestiges de ce qui fut jadis le quartier général adamsonite de la race violette. Dans ces sites des hautes terres situées dans une ancienne et étroite ceinture fertile au pied des contreforts de la chaîne du Copet. 4 civilisations différentes, entretenues par 4 groupes distincts de descendants d'Adamson, virent le jour à des périodes diverses. Les royaumes oubliés du Turkménistan pourraient être ces lieux où vécurent les Adamsonites et ressemblaient à ces ruines. Du Luc d'épée, de Montjucli d'épée ou de Gonour d'épée ici représentés. Ce fut le second de ces groupes qui émigra vers l'ouest en Grèce et dans les îles de la Méditerranée. Le reste des descendants d'Adamson émigra vers l'ouest pour pénétrer en Europe avec les races mixtes de la dernière vague des Andites sortant de Mésopotamie. Ils comptèrent aussi parmi les envahisseurs Andites ariens de l'Inde. Vers l'an 12 000 avant l'ère chrétienne, les 25% des races Andites du monde résidaient dans le nord et l'est de l'Europe. Et, lorsqu'eut lieu l'exode ultérieur et final de Mésopotamie, 65% des dernières vagues d'émigration pénétrèrent en Europe. Les Andites émigrèrent vers l'Europe, mais aussi vers la Chine, l'Inde, tandis que de nombreux groupes allaient jusqu'aux confins de la terre comme missionnaires, éducateurs et commerçants. Ils apportèrent une contribution considérable au groupe des peuplades sanguiques du Sahara septentrional. Toutefois seul un petit nombre d'instructeurs pénétra en Afrique plus au sud que le cours supérieur du Nil, mais n'atteignit pas Madagascar. De temps à autre, de petits groupes arrivaient jusqu'au Japon, à Formose.
132 membres de cette race s'embarquèrent au Japon sur une flottille de petits bateaux et finirent par atteindre l'Amérique du Sud. Par des mariages mixtes avec les natifs des Andes, ils donnèrent naissance aux ancêtres des chefs ultérieurs des Incas. Ils traversèrent le Pacifique par petites étapes, en s'arrêtant sur les nombreuses îles qu'ils rencontraient sur leur route. Les Andites des îles de la Méditerranée. Vers l'an 12 000 avant l'ère chrétienne, une brillante tribu d'Andites émigra en Crète. Ce fut la seule île colonisée de si bonne heure par un groupe aussi supérieur, et il s'écoula près de 2000 ans avant que les descendants de ces marins se répandissent dans les îles voisines. Ce groupe était composé d'Andites, de petite taille et à tête étroite, qui s'étaient mariés avec les Nodites septentrionaux de la branche Vanité. Ces immigrants en Crète étaient fort habiles dans les arts du tissage, des métaux, de la poterie, de la plomberie et de l'emploi de la pierre comme matériaux de construction. Ils utilisaient l'écriture et vivaient de l'élevage et de l'agriculture. Près de 2000 ans après la colonisation de la Crète, un groupe de descendants d'Adamson, de haute stature, parvint en Grèce par les îles septentrionales en venant à peu près directement de son foyer des hautes terres du nord de la Mésopotamie. Ces ancêtres des Grecs furent conduits vers l'Occident par Sato, un descendant direct d'Amadon et de Rata. Le groupe qui s'établit finalement en Grèce se composait de 375 personnes choisies et supérieures faisant partie de la seconde civilisation des Adamsonites. Ces lointains descendants d'Adamson comprenaient les lignées alors les plus précieuses des races blanches émergentes. Leur intelligence était d'un ordre élevé et, du point de vue physique, ils étaient les plus beaux spécimens d'hommes depuis l'époque du premier Éden. Bientôt la Grèce et les îles de la mer Égée succédèrent à la Mésopotamie et à l'Égypte en tant que centres occidentaux du commerce, de l'art et de la culture. Mais, comme précédemment en Égypte, tout l'art et toute la science du monde égéen provenaient de Mésopotamie, à l'exception de la culture des Adamsonites précurseurs des Grecs. Tout l'art et le génie de ces peuples ultérieurs sont un legs direct de la postérité d'Adamson, le premier fils d'Adam et d'Ève, et son extraordinaire seconde femme, Rata, une fille descendant en ligne ininterrompue du pur état-major nodite du prince Caligastia. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que les Grecs aient eu des traditions mythologiques selon lesquelles ils descendaient de dieux et d'êtres humains. La région égéenne passa par 5 stades différents de culture, chacun moins spiritualiste que le précédent. Bientôt, la dernière époque de gloire artistique s'effondra sous le poids des médiocres descendants, rapidement multipliés, des esclaves danubiens importés par les générations ultérieures de Grecs. Les Andites, les races Andites étaient les mélanges primaires de la race violette en ligne directe et des Nodites avec l'addition de peuplades évolutionnaires. En général, il faut penser aux Andites comme ayant un pourcentage de sang adamique bien plus élevé que les races modernes. Dans l'ensemble, on emploie le terme Andite pour désigner les peuples ayant un 6e à un 8e d'hérédité violette. Les peuples modernes, même ceux des races blanches nordiques, contiennent un pourcentage bien inférieur du sang d'Adam. Les tout premiers peuples Andites eurent leur origine dans la région mésopotamienne. Cet fut le chef du clergé sétite qui répandit la religion, la santé et l'éducation adamique. Sansa s'unit à Sargon et contribua au progrès des hommes bleus de cette époque. Caïn, après avoir pris conscience de sa faute, œuvra pour la paix entre les Nodites et les Adamites jusqu'à la fin de sa vie. Son premier fils Enoch, chef des Nodites élamites, continua son œuvre. La Bible témoigne de la présence de Caïn au pays de Nod. Genèse 4:16. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Les Andites le long du Nil. En l'an 5000 avant l'ère chrétienne, durant la période des inondations en Mésopotamie, il y avait en Égypte 7 groupes distincts d'êtres humains, et tous, sauf un, venaient de Mésopotamie. Sauf un, c'est le groupe Anunnaki. Nous verrons leur histoire et leur influence dans la prochaine vidéo. L'Égypte eut la bonne fortune de recevoir un grand nombre des artistes et artisans les plus habiles. Ces artisans andites ne se trouvèrent nullement dépaysés, en ce sens qu'ils étaient entièrement habitués à la vie fluviale, aux inondations, aux irrigations et aux saisons sèches. Ils appréciaient la position abritée de la vallée du Nil, où ils étaient bien moins sujets à des attaques et à des raids hostiles que sur les rives de l'Euphrate. L'histoire de Noé s'inclut dans la dispersion finale des Andites de Mésopotamie. Noé est un descendant de Caïn et non de Seth comme il est dit dans la Bible. Les descendants de Caïn, Enoch, Mathusalem, Lamech, Noé. Les descendants de Seth, Énos, Kenan, Mahalaleel, Ired. L'histoire de Noé sera traitée plus tard dans une autre vidéo.
On remarque que là où les descendants d'Adam et Ève et du prince planétaire se sont installés, ces civilisations ont gardé une administration et une culture que l'on retrouve chez les Grecs et plus tard chez les Romains. Cette empreinte adamique restera malgré l'apport de sang Anunnaki. Les civilisations gréco-romaines d'influence adamique et égyptiennes d'influence Anunnaki vont développer chacune de leur côté des civilisations bien différentes qui sont toujours d'actualité. Il semble que les Anunnaki sont arrivés après la chute du pince planétaire et après le raz de marée qui a englouti Dalmatia. Nous verrons tout cela dans la prochaine vidéo sur le chapitre des Anunnaki ou Sumériens. Raconté par Zecharia Sitchin d'après des tablettes d'argile retrouvées dans cette même région.